Bonsoir à tous, bienvenue pour le 12e podcast des supporters de l'ETG en après-match du déplacement à Monaco et ce match nul un partout. Et toujours avec moi les trois acolytes, à savoir Alexandre, Bonsoir à tous, Alexandre, donc @AlexMuffon sur Twitter. Arnaud Bonjour ou bonsoir à tous, Arnaud qu'on retrouve sur Team ETG. et Sur Twitter. Fred. Salut tout le monde, Fred de croix-de-sauafans.net. Et donc on va tout de suite commencer par ce débrief du match de Monaco qu'on attendait comme un match sans doute compliqué étant donné les stars qu'on peut connaître, l'argent qui a été mis dans le recrutement, je crois 150 millions d'euros cet été pour faire une bonne équipe de Ligue 1 qui se tenait bien juste derrière le PSG jusqu'à qu'ils perdent à Lille. Donc quand même une belle équipe et pour autant un bon résultat un partout qui aurait pu faire mieux. Alors, la question de ce débrief, c'est tout simplement est-ce que ce match de Monaco, au-delà du résultat qu'on aurait à la limite pu attendre mieux, est-ce que ce serait pas un match référence en tout cas pour cette saison, Alex? Ah bah clairement que c'est un match référence, hein, avec privé de certains joueurs, avec la blessure aussi de Barbosa à la 30e minute de jeu, on parvient à faire douter et puis à bousculer l'une des meilleures équipes du championnat avec de très grands joueurs mondiaux, à l'extérieur qui plus est. Donc oui, ça sera un match référence, un match charnière sur lequel on peut se baser pour préparer d'autres matchs. Il y a eu un état d'esprit, il y a eu de l'application, il y a eu du jeu. Il y a eu tout ce qu'on voulait voir. Il y avait toutes les qualités pour qu'on l'emporte. On aurait pu l'emporter, on aurait peut-être dû l'emporter. Et donc oui, ça serait clairement un match référence, peut-être comme Lyon. Mais là, il y a eu encore un niveau au-dessus. Je pense qu'on est monté en puissance par rapport au match référence entre guillemets qu'on avait pu faire en début de saison quand on jouait correctement. Mais là, il y a eu encore un palier au-dessus avec beaucoup plus d'intensité et c'était très plaisant à regarder. Fred, toi, est-ce que tu as trouvé aussi que l'amalgame était bien fait, c'est-à-dire autant défensivement qu'offensivement? Oui, on était très appliqués d'ailleurs quand on voyait les images. On voyait bien nos lignes, c'était bien aligné, c'était propre. Il y avait un pressing qui était relativement constant sur le porteur de balle monégasque. Donc les consignes ont été respectées. L'attitude était bonne sur le terrain et c'est un beau visage qu'on a montré vendredi soir. Et toi, du coup, Yannick, ton avis? Ah bah, forcément, effectivement, c'est un match référence parce qu'on sent qu'il y a eu du travail qui a été fait, que c'est un collectif qui a gagné, parce que voilà, c'est vrai que c'était cohérent, c'était pas simplement pas simplement très fort devant ou très fort derrière. Les mecs ont été justes, ils ont respecté les consignes, ils ont été motivés, donc il y avait de l'engagement et c'était vraiment ce qu'on pouvait attendre de mieux. Bon, mis à part voilà, si Modosougou décale sur Daniel Vass en fin de match, je pense que le match était parfait. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être parfait. Et moi, j'aimerais aussi souligner un petit truc, c'est félicitations, puis un grand merci aux supporters qui ont fait le déplacement parce qu'on a entendu que. Je pense que comme moi, vous avez suivi le match sur Beansport ou sur n'importe quelle autre chaîne. Et donc du coup, c'était impressionnant d'entendre en fait comme si on était à domicile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après on sait que Monaco est plus un public spectateur que supporter, mais j'ai trouvé ça très plaisant. Ouais, on a entendu les supporters monégasques uniquement après le but de Falcao. Ouais. Un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'en début de match, c'était comme le match était sur Beansport, il y avait le passage sur Beansport Max qui était sans commentaire. On entendait les bruits d'ambiance et on avait les commentaires des gens sur Twitter. Effectivement, c'était pas que les supporters de l'ETG qui disaient qu'on n'entendait que nous, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis surtout, on a joué sans pression pour peut-être l'une des rares fois de la saison parce qu'on avait une marge par rapport à la zone de relégation. Et donc du coup, voilà, on a pu se faire plaisir, on a pu se risquer un petit peu. Et finalement, même si on s'est risqué, finalement, on n'a pas trop subi défensivement. Monaco n'a pas non plus été très dangereux en occasion de but. On n'a pas souffert. Donc franchement, c'était vraiment un très très bon travail. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vraiment vu un match aussi bon. C'est un petit peu de l'étonnement match après match.
Alors Fred, est-ce que tu penses que c'est plutôt une histoire d'application des consignes, que le travail a payé et que ce qu'a demandé l'entraîneur a marché, ou alors plus que c'était une motivation particulière parce que c'était Monaco? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Comme l'a dit Alex, c'est vrai qu'on y allait avec une marge au niveau du classement, donc on avait tout à gagner là-bas. Après, on a vu qu'il y avait de la rigueur sur le terrain, il y avait de l'envie. Certainement, peut-être, voilà, à l'idée d'aller défier le grand Monaco, il y avait peut-être un supplément de grinta. Donc, c'est un mélange des deux, mais en tout cas, on a répondu présent. Et c'est un bon point de prix. Ok. Et Alex, peut-être Ah bah, clairement qu'on est plus motivé quand on va jouer Monaco chez eux. Après voilà, oui, on a joué sans pression. Et puis ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que personne ne nous attendait là. Comme souvent, on est sous-estimé, et comme souvent, par exemple, comme en Coupe de France ou des matchs de Coupe de France où on était largement donné outsider, on a pu prouver ce qu'on valait. Et c'est là, en fait, je pense, le point le plus important, hormis voilà le point mathématique qui nous permet d'avancer un petit peu dans l'objectif du maintien, on a une nouvelle fois, pour le seul match de la soirée, on a pu se donner un petit peu en spectacle à tous les amateurs de football qui regardaient, et on a pu montrer ce que cette équipe valait et avait dans le ventre. On était peut-être les seuls en tant que supporters, enfin après, et tous les autres supporters sur Twitter, hein, à penser qu'on pourrait faire un bon résultat. Mais finalement, même si c'était un petit peu subjectif de notre part, on savait qu'il y avait un coup à jouer parce qu'on était en bonne forme, et ça s'est confirmé. Ok. Arnaud, toi, est-ce que tu penses justement que c'est plutôt, comme on venait d'en parler, que c'est plutôt le fait du travail qui a payé enfin, du travail défensif et également de l'implication offensive, de l'amalgame offensif, ou alors est-ce que tu penses que le côté match de gala à Monaco du vendredi soir en plus est aussi un argument pour ce bon match? Je pense que les deux raisons que tu viens d'évoquer font partie du bon résultat qu'on a réussi à accrocher à Monaco. Mais c'est sûr qu'il y a eu du travail de fait. Ça s'est clairement ressenti. Défensivement, c'était vraiment, j'irais pas jusqu'à dire impressionnant, mais c'est vrai que j'ai été très très satisfait du travail défensif qui avait été fait. Parce qu'on le rappelle que défensivement, on avait eu quand même pas mal de soucis. C'était le point noir entre guillemets de l'ETG cette saison. Donc je pense que c'est ça. Il y a eu du boost. Je pense que c'est obligé. Ce genre de match booste une équipe, booste un groupe. Donc il y a eu quelque chose. Après, je pense que c'est surtout le travail qui permet de réussir à avoir ce bon résultat. Mais voilà, un savoureux mélange des deux, je dirais, qui fait qu'on s'en sort plutôt pas mal. Ok. Bon, on va passer au top et flop. Ça va être presque compliqué de trouver des flops. On va peut-être trouver des flops sur des passages ou des choses comme ça. Alors je rappelle le 11 de départ qui était le même que le match précédent: Hansen, Sabali, Mongongu, Angoula, Mensah, Sorlin, Thierry en milieu défensif, Eret, Barbosa, Vass au milieu et Sougou en pointe, avec les entrées de Nistor, Ruben et Benezet qui a fait l'aller-retour. Quels sont vos top et flop en fait, tout simplement, de ce match-là? Top le particulier et peut-être flop des petits mots précis. Arnaud commence. En top, ce sera le top en top régulier, ce serait clairement Sabali, qui m'a encore impressionné. Je me souviens d'une action sur Falcao où il joue à l'épaule avec Falcao et qui remporte le duel à l'épaule avec Falcao. Oui. L'occasion qui précède le face-à-face perdu par Sougou, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc c'est clairement, moi, c'est vraiment l'image que je retiendrai de ce match. C'est la montée en puissance encore, elle continue. Jusqu'où est-ce qu'il va s'arrêter, on ne sait pas, mais pour le moment ça continue. Donc un gros top à Sabali, qui reste dans la continuité de ses matchs avant, c'est pas une surprise. Et pour les flops, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat, vu qu'on a eu une équipe plutôt solidaire et plutôt bonne. Je dirais peut-être sur un ou deux choix, un petit flop sur un ou deux choix de Sougou, qui a peut-être pas fait forcément le bon choix, mais après
on en a déjà parlé, et c'est vrai qu'il s'est battu, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son travail, il n'a pas été récompensé de ses efforts, donc il mérite pas un flop, mais ses décisions devant le but, peut-être qu'elles le méritent un petit peu plus. Ok. Fred, tu veux enchaîner? Oui, donc moi pour le top, Sabaly, c'est clair qu'il a fait un bon match. Je rajouterai aussi Thierry, qui est vraiment au top depuis qu'il est revenu. Et je pense donc maintenant il devient indéboulonnable au milieu de terrain. Là, je pense que c'est évident. Après, toute l'équipe, on a retrouvé aussi notre Vas, là, qui a lâché la caravane, qui était enthousiaste, qui a proposé. C'était plaisant à voir. Donc ça, c'est de bon augure. J'aime bien également mon petit Mensah sur le côté droit de la défense. Et je me demandais si avec cette défense-là, on ne pourrait pas aller sur du long terme, ce qui permettrait peut-être de trouver un nouveau poste à Djadjedje plus offensif. C'était une idée. Je me disais pourquoi pas monter d'un cran du coup Djadjedje, puisque Mensah tient bien aussi sur le côté droit. Ça peut être une option en plus avec des qualités de vitesse, de percussion. Avec Vass avant-centre. Pardon ? Si tu montes Djadjedje, Vass, tu le mets où avant-centre ? Non, Vass, il pourrait soit aller de l'autre côté, soit Djadjedje aille de l'autre côté. Après, ça peut... Voilà, c'était une suggestion que je me suis faite. Je dis pourquoi pas soit Vass qui passe à gauche pour pouvoir repiquer avec son pied droit ou inverser avec Djadjedje. Ça peut être une solution alternative pour nos couloirs, à voir, parce que en plus cette configuration-là, on l'avait eu l'année dernière à Rennes. Bon, c'était dans un autre cas de figure, c'était vraiment pour renforcer la défense. Où du coup, il avait mis Eret, il me semble, en latéral et Djadjedje devant lui. Donc ça peut être une solution. Voilà, c'était juste comme ça m'est traversé l'esprit. Et puis, pardon. Je vois ça aussi d'un autre angle parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que Djadjedje sera l'une des attractions du mercato hivernal, puisqu'il est plutôt convoité, je l'ai lu de part et d'autre, qu'il est plutôt convoité par les clubs de milieu de tableau, tout ce qui est Rennes, Lorient, tout ça. Donc à suivre aussi, mais c'est vrai que ça peut faire partie des plans également. Ok. À ton tour, Alex. Je crois que j'ai coupé Fred. Pardon ? Je crois que Fred n'avait pas... Non, après, globalement, voilà, après, au niveau des flops, il n'y a pas eu de catastrophe. Après, je pense que, la rentrée puis la sortie de Benezet, voilà, tout est dit par rapport à, voilà, il n'a pas été très présent sur son entrée, pas très, avenant à aller faire le pressing sur le porteur de balle et un peu être présent à la récup. Donc la rentrée de Nistor par contre a été bénéfique, et je pense qu'avec l'absence de Barbosa, je le vois très bien occuper sa place dans les prochains matchs. Effectivement. C'est vrai qu'avant on pouvait imaginer que ce serait plus Bertoglio qui prendrait cette place-là, et de plus en plus, vu les entrées que fait Nistor et vu qu'il lui fait plus confiance qu'à Bertoglio, il y a des chances que ce soit plus lui. Donc Alex. Après je vais un petit peu rester comme tout le monde, sachant qu'on a une équipe très homogène. Après, si on doit sortir deux trois joueurs du lot niveau top, ça sera Sabaly. Comme Arnaud, j'ai cette image sur son tac sur Falcao qui est vraiment impressionnante. Il a une très grande maturité dans le jeu alors qu'il est très jeune. C'est vraiment un très bon coup. Et puis je sais pas si Paris le suit à la trace, mais finalement ça sera aussi une bonne chose pour eux s'ils veulent le récupérer. Mais après, nous, ça sera aussi intéressant de le négocier pour le conserver. J'ai été aussi très satisfait de l'entrée de Nistor, qui a apporté beaucoup offensivement. Il fait une très belle frappe, et c'est pas la première qu'il fait sur les matchs où il est rentré. Par contre, je trouve ça un petit peu une sorte de coup dans l'eau de faire rentrer Benezet pour le remplacer après, sachant que il est rentré au bout de 30 minutes de jeu. Il avait encore de l'énergie à revendre, même si on le voyait pas trop. C'était encore un joueur qui aurait pu apporter de la fraîcheur et de sortir quelqu'un qui était un peu plus cramé. Et puis après, c'est vrai que Mensah, finalement, à droite, est beaucoup mieux que Vass. Il tient, il fait ce qu'on lui demande. Donc c'est vrai que je rejoins Fred, on peut s'orienter vers une charnière centrale identique pour le reste de la saison, parce que ça va vraiment très bien.
Et puis offensivement, Vass sur son milieu droit, là c'est vraiment du régal. Ça fait une bouffée d'air frais. Il vient apporter beaucoup de soutien à l'attaquant de pointe. Il vient tenter. Il est récompensé avec des buts. Donc je sais pas quoi dire d'autre à part qu'il doit plus jouer latéral droit parce qu'au milieu droit il convainc tout le monde. Ouais, tout à fait. Bon, moi j'enchaîne avec pas de surprise sur Sabali par exemple. Évidemment, je crois qu'on a vraiment du mal, à part cette mi-temps contre Rennes, on a vraiment du mal à lui trouver le moindre reproche à faire, d'autant plus avec l'âge qu'il a, le peu d'expérience qu'il a, etc. C'est vraiment impressionnant la vitesse d'adaptation, c'est la qualité de ce bonhomme. Un mec dont on n'a pas parlé, et finalement c'est quand même celui qui avait Falcao sur le dos, c'est Mongongu. Qui du coup a fait son match. On peut le voir, le petit rappel, c'est à travers les photos. On voit que Falcao était souvent sur lui, était donc, enfin, il a eu donc la tâche de prendre un mec comme lui qui est pas n'importe qui. Donc voilà, il a fait quand même un gros match. S'il a un peu éclipsé Falcao, c'est qu'il a fait un bon match. Toujours pareil aussi Mensah, très bon match de la même manière. Sougou pour ses efforts, toujours le même commentaire que sur les 2 derniers matchs, quelques ratés, mais il a beaucoup couru, il s'est beaucoup donné, il fait des efforts, il joue collectivement, voilà. Donc au moins on peut pas dire qu'il a raté puis il a été en plus mauvais dans le reste du jeu, donc au moins ce côté-là. Le côté effectivement très rafraîchissant de Dan Nistor, qui le peu de temps qu'il joue, il arrive quand même à se montrer, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Il rentre très vite dans le match. J'ai été moins convaincu par contre par Thiebi cette fois-ci, que j'ai trouvé un peu plus en difficulté, sans que ce soit catastrophique évidemment, mais je l'ai trouvé moins bon que les trois précédents matchs. Oui, Benezet un peu absent, mais replacé aussi dans un poste, alors qu'il avait commençait à avoir l'habitude de jouer sur le côté. On le replace un peu plus dans l'axe, c'est peut-être plus compliqué pour lui. Voilà pour les tops et flops de mon côté. Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit, Sougou se bat, mais l'action qui rate face à Subasic, c'est vraiment extrêmement rageant. J'ai même plus envie de la voir et de la revoir tellement on se dit dans sa tête, mais fais la passe et tu sais qu'il la fera pas, et tu sais que là on avait la clé du match. Après voilà, c'est Monaco, on peut se réjouir d'un match nul, mais quand on sait qu'on a raté ça, c'est dommage. Je pense que lui s'en veut aussi et qu'il fera mieux la prochaine fois. Ouais, mais il se l'est pas caché, il l'a dit en conférence de presse, qu'il s'en voulait beaucoup. Il a été très très lucide sur son match et sur ses derniers gestes. Mais bon, après, comme Yannick l'a très bien dit, il n'a pas été avare d'efforts, pardon. Et voilà, ça va fonctionner pour lui la semaine prochaine, j'en suis persuadé. Ouais, voilà, on va passer donc après Monaco, donc une petite news de la semaine, c'est le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. À savoir Bastia à domicile. On ne sait pas encore quel jour précis ni ça sera diffusé à la télé, mais déjà outre le fait que ça soit à domicile, donc ça on ne peut que s'en réjouir. Savoir si vous aviez un mot sur l'adversaire. Est-ce que Fred, tu as quelque chose à dire sur cet adversaire? Pas grand chose, si ce n'est que si on doit jouer Bastia, c'est clair qu'autant les jouer à domicile, c'est peut-être plus abordable qu'en se déplaçant à Furiani. Après, c'est un match de coupe, donc c'est du 50-50. Et donc, mais le principal est de recevoir pour la première fois depuis que le TG est professionnel dans cette compétition. Depuis qu'il la joue, donc. Ah, tout à fait. Ouais. Alex, est-ce que tu penses que 2 équipes joueuses pourraient nous procurer un match très plaisant pour dire que c'est de la coupe? Moi personnellement, j'ai pas envie d'un match plaisant, j'ai envie d'un match où on gagne, personnellement. Après, c'est sûr que ça sera plus plaisant à regarder si ça joue. Avec les promesses qu'on a et puis voilà le jeu qu'on a depuis 4 matchs, on a vraiment envie que ça continue. Après voilà, comme face à Guingamp, Bastia sera une équipe à peu près du même calibre, sauf qu'on les jouera à domicile, donc on aura l'avantage d'être devant notre public.
Donc va falloir se servir de ça et puis faut se dire que on est à 2 matchs d'une éventuelle finale au Stade de France, que ce qui est pas à négliger hein, parce qu'on sait que ça peut aller très vite s'enchaîner, sachant que Bastia voilà c'est un peu qui tout double, mais je pense qu'on a grande chance de les avoir, sachant que peu de temps avant ou peu de temps après je sais plus on les joue en championnat, donc il y aura aussi l'occasion de se tester là. Oui, effectivement. Normalement, comme le rappelait Fred, on devrait les jouer, mais comme c'est le week-end de la grève prévue. Ah oui, c'est vrai, le 30 novembre. J'avais commencé à penser au même scénario, la défaite lors du premier match en championnat et la victoire en coupe, mais comme le match de championnat se jouera peut-être pas, ça se fera peut-être pas. Un mot, Arnaud, peut-être? Pour moi, c'est clairement le meilleur type de tirage qu'on pouvait espérer, puisque vaut mieux taper ce genre d'équipe qui est plus ou moins du même calibre que nous, de plus à domicile. Je préfère nettement taper une équipe comme Bastia qu'une équipe comme Auxerre. J'aurais beaucoup plus peur de ce genre d'équipe-là qui joue vraiment sa saison sur cette coupe. Donc voilà. Donc pour le moment, pour nous, ça reste une parenthèse. Ça peut devenir aussi une étape clé de notre saison, hein. Mais à ce niveau-là, ça reste une parenthèse. Et ce genre d'équipe, c'est la meilleure chose qu'on pouvait espérer. D'autant plus une équipe du Sud, une fois que l'hiver est installé dans le Nord, on sait qu'ils ont toujours du mal à s'adapter aux conditions climatiques, comme Marseille quand ils étaient venus en Coupe de France, des choses comme ça. Donc, comme Montpellier il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Donc oui, donc c'est peut-être un aspect qui peut être intéressant. On va pas parler de l'après-match parce qu'on a une trêve internationale qui va nous couper pendant plusieurs jours, et donc on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore sur les joueurs qui vont revenir de blessures, etc. Et la dynamique, etc. Donc on va plutôt repousser ça sur un prochain podcast un peu avant Lorient. Et on va juste parler de cette trêve internationale. On a souvent cette année entendu dire en Ligue 1, cette trêve internationale coupe notre élan ou alors nous permet de travailler sereinement et de repartir dans le bon sens pour ceux qui avaient des bonnes séries ou des mauvaises séries en cours. Alors la grosse différence, nous on est donc en cours d'une bonne série de 3 victoires et 1 nul. Toutes compétitions confondues. Mais par contre, on peut aussi se dire que Brice Jadjidji, Bertrand Laquet et Kevin Berigo pourraient revenir d'ici là. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que cette trêve va nous faire du mal parce qu'on était bien parti, on était bien lancé, bien motivé, ou alors est-ce qu'elle va nous faire du bien parce qu'on va récupérer des joueurs clés et importants? Alex? Dans le sens où on va retrouver des joueurs importants, c'est bien, mais après, comme on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, faut pas chambouler les choses. On a 11 joueurs actuellement qu'on a alignés à Monaco, qu'on a alignés le match précédent face à Toulouse, qui se sont démerdés, qui ont fait du beau jeu et qui l'ont emporté et qui méritaient leur place. Alors certes, il va y avoir peut-être le retour de Laquet dans les cages et ça pourrait être envisageable, mais après de tout ce qui est Berigo, Djadjedje, voilà, il va falloir mériter leur place. Parce que on a une équipe joueuse, on a une équipe qui mérite actuellement et on n'a pas modifié des choses alors qu'on se débrouille très bien avec des joueurs pareils. Après, c'est vrai qu'il me semble pour le match à Lorient, Sougou sera absent, donc il faudra trouver une alternative à ce moment-là. Mais pour rester sur notre bonne dynamique, les dirigeants essayent de mettre en place un match amical et il faudra aussi le jouer sérieusement et pas trop détendu. Certes, essayer un petit peu des choses. Et puis non, il n'y a pas de raison que ça serve de coupure parce que franchement, si c'est un petit peu psychologique de dire ça. Si on se dit, si on se trouve des excuses en disant il y a eu une coupure de 15 jours, donc finalement on a perdu parce qu'on a perdu notre envie, notre élan. Genre l'envie, faut l'avoir tout le temps et c'est un état d'esprit à garder tout le long d'une saison et pas seulement sur 15 jours et que quand on gagne. Oui, tout à fait. Arnaud, est-ce que tu penses que les nouveaux joueurs, enfin les joueurs qui rentrent, vont apporter en termes de concurrence ou vont directement regagner leur place parce que a priori sur le papier ils sont titulaires? Je pense que a priori ça peut que être une bonne nouvelle d'avoir le retour de nouveaux joueurs.
Mais après, comme l'a très très bien dit Alexandre, on a aujourd'hui un groupe qui fonctionne, qui rapporte des résultats, qui joue bien. Donc il n'y a aucune raison qu'un joueur qui était blessé auparavant, à part Laquet, parce que les gardiens, on sait que c'est autre chose, mais aucun joueur de champ qui pourrait arriver et dire je récupère ma place de titulaire, je reviens de blessure. Après, pour ce qui est du fait d'enchaîner de cette trêve, je suis pas trop de l'avis d'Alexandre cette fois-ci. Je pense que c'est une trêve qui peut que nous faire du mal. Je suis voilà, les trêves on n'y peut rien, hein, c'est le match international, on n'y peut absolument rien. Mais c'est vrai qu'on était dans une très bonne dynamique et couper cette dynamique-là par une trêve, ça peut que être non bénéfique. Ok, et toi Fred, que penses-tu du possible retour de ces 3 joueurs clés? Alors, juste par rapport à cette trêve, moi je pense qu'au contraire ça peut être bénéfique. Parce que déjà, donc on a enchaîné les 3 succès, un match nul surtout à Monaco. Donc c'était le meilleur moyen que de se faire rétamer à Lorient si on avait joué samedi qui vient. Avec cette confiance, un peu on se dit ça va passer, et là c'était le meilleur moyen pour la contre-perf. Du coup là 15 jours, on va pouvoir un peu remettre tout à plat tranquillement, repartir du bon pied sans rester euphorique. Donc on va se remettre à travailler pendant 15 jours, et je pense que c'est pas plus mal qu'on ait cette trêve à ce moment-là. Et par rapport aux joueurs qui sont absents et qui vont revenir, je pense que petit à petit, il faudra de toute façon, alors ça sera peut-être un peu juste encore pour Lorient, mais Bérégo doit retrouver l'axe très rapidement, sans forcément sortir sous bout du 11. Mais la position axiale, elle doit être réservée à Bérégo, parce que en tueur devant le but, on n'a que lui, à moins que Rouben elle retrouve la condition et puisse aussi prétendre à cette place-là. Mais pour Bérégo, Laquet, c'est également le cas. Et puis bon, les autres, peut-être à un degré moindre. Mais pour moi, Bérégo et Laquet doivent rapidement retrouver, si leur condition le permet, le 11 de départ. Alors, juste pour rappeler que si Laquet et Djadjidji normalement seraient dispo même dès ce week-end, Bérégo c'est limite pour Lorient. Ils avaient prévu un mois et ça fera juste un mois à ce moment-là. Donc selon le retour de blessure, comment ça s'est remis, il peut très bien même pas être dans le groupe pour Lorient. Hein. Après, je rejoins un petit peu, ce qu'a dit Arnaud, pour rebondir un petit peu dessus. Il dit qu'il a un petit peu peur de cette trêve et de reprendre. Après, ce qu'il faut se dire aussi dans ce cas-là, c'est qu'on reprend pas avec le Paris Saint-Germain, on reprend avec Lorient, qui est une équipe actuellement en difficulté et il y aura forcément des points à prendre. Après, eux aussi auront envie de vendre chèrement leur peau, donc ça va être aussi un match très intéressant dans ce cas-là. On en parlera plus amplement au prochain podcast, mais ça va rester un match largement à notre portée. Ouais. Ah oui, non, mais j'ai absolument pas dit que le fait de cette trêve enlèverait les possibles chances de victoire de l'ETG. Oui. Mais je pense pas que le fait de s'arrêter en pleine bourre comme ça, c'est clairement 2 écoles qui s'affrontent. Après, le raisonnement de Fred, il est très bon aussi. Hein. C'est sûr que on aurait pu y aller avec un léger melon et se faire rétamer à Lorient. Mais voilà, c'est deux écoles différentes, et moi je pense que ça aurait été une mauvaise chose. Enfin, que ça va être une mauvaise chose. De toute façon, on aura la réponse que dans une dizaine de jours, puisque il y a donc la trêve internationale, et on saura si on ira à la Coupe du Monde d'ici là. Peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on avait prévu? Non? Ok. Non. Eh ben, on va donc se donner rendez-vous pour le podcast d'avant-match de Lorient, où on aura à peu près que ça à parler, peut-être d'autres news qui seront tombées entre-temps, mais on aura largement le temps de débattre sur cette réception de Lorient, qui peut nous faire encore une fois un bon coup de respiration au classement, puisqu'ils sont premiers non relégables. Ils ont un tout petit peu d'avance sur les relégables, mais ce serait pas mal d'en avoir 4 équipes à distance, déjà qu'on en a 3. Donc on discutera de ça à ce moment-là. Juste avant de se dire au revoir, pour ceux que ça intéresse,
Rappelez que donc il y aura normalement un match amical vendredi pour l'équipe des professionnels. On ne sait pas contre qui, on ne sait pas où, on ne sait pas à quelle heure et on sait rien quoi à part ça. Et la deuxième chose, c'est que si le foot vous manque vraiment ce week-end, il y a les féminines qui jouent en coupe en deuxième tour de Coupe de France à Sénaux. Donc ceux qui habitent sur Annecy, par exemple, s'ils veulent aller voir le match, c'est dimanche après-midi à 14h30 à Sénaux. Donc voilà, pour découvrir aussi un peu nos autres sections dans le club. Voilà, donc voilà, on va se dire au revoir alors. Et les présentations de fin. Merci Alex. Merci à tous, bonne semaine et puis bonne soirée si vous l'écoutez ce soir. Et si vous voulez retrouver un bilan un petit peu plus synthétique, vous pouvez retrouver ma chronique après match Monaco UTG sur ETG Blog. Voilà, et merci Arnaud. Merci à vous et passez une bonne semaine et on se retrouve pour le prochain podcast, je l'espère. Et merci Fred. Salut à tous, bonne soirée, bonne semaine et à dans 15 jours au stade. À bientôt, ciao.